Bienvenue dans le fond de la classe, le podcast qui questionne le système éducatif afin d'inspirer des pratiques qui font sens pour les enfants. Quelles écoles pour quels citoyens ? Dans cet épisode, on va se demander quel type d'adulte l'école veut-elle voir émerger ? Quelles compétences, quelles connaissances, quelles valeurs estime-t-elle nécessaires au bagage de la vie d'adulte ? Et en quoi les moyens de transmission, donc la pédagogie, la posture de l'enseignante et celle des parents, vont influencer la composition de ce bagage ? Avant de rentrer dans la composition de ce bagage, donc dans le contenu de ce que l'on transmet à l'enfant, je me suis demandé quelle était la destination du voyage, c'est-à-dire la finalité de l'éducation, quel type d'adulte on veut former. Parce que oui, quand on part en voyage, le contenu de la valise va dépendre du lieu d'arrivée et de la philosophie du voyage. On peut transposer cette image à l'éducation en se disant qu'une pédagogie qui vise une société individualiste, compétitive et consumériste ne propose sans doute pas les mêmes apprentissages qu'une pédagogie qui vise une société solidaire, coopérative et critique. Les programmes scolaires ont été pensés pour préparer au mieux à l'insertion en société, mais à quelle société ? Savons-nous seulement où il se trouve, ce pays exotique qu'est la société dans une dizaine d'années ou plus ? Il y a une chose dont on est absolument sûr et certain, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas. On peut faire des suppositions, on peut faire des hypothèses, la plupart seront sans doute vérifiées, mais pas toutes. Et du coup, mais qu'est-ce que moi je voudrais apporter à mes élèves, c'est de pouvoir s'adapter en fait au monde de demain, et je ne sais pas de quoi il sera fait. Donc la seule chose que je peux vraiment leur apporter, c'est la capacité d'adaptation. La voix que vous venez d'entendre est celle de Véronique Ruscard. Elle travaille depuis une vingtaine d'années dans une école à pédagogie active dans le sud de Bruxelles et elle a 2 enfants. Je la laisse vous raconter pourquoi elle a voulu devenir enseignante. Alors j'ai toujours voulu être enseignante depuis le plus loin que je me souvienne. Je forçais ma petite sœur à jouer à l'école avec moi, à compléter des devoirs que je corrigeais en rouge. Ça me plaisait bien quand j'étais petite, puis j'ai un petit peu perdu l'idée. Et puis quand il a fallu choisir un métier, j'étais à ce moment-là chez Floufeto. Et c'était vraiment ça qui me plaisait le plus dans la vie. C'était d'être entourée d'enfants et d'avoir quelque chose, d'avoir un impact en tout cas sur eux, d'avoir quelque chose à leur transmettre. Et je me suis dit à ce moment-là, si ça existait ce métier-là, c'est ça que je voudrais faire pour toujours, être chef Louveteau. Et en fait, c'est un peu possible parce que j'avais encore une idée très très traditionnelle de l'école, mais toutes les écoles sont pas ce que moi j'ai vécu petite. Et on peut vraiment trouver son bonheur, son épanouissement dans sa scolarité aussi. Donc voilà, je me suis lancée après des études universitaires, je me suis lancée à l'école normale. Voilà, comme ça vous avez un petit aperçu de qui est Véronique, avec qui nous allons discuter du rôle de l'école dans la société de demain. La discussion sera aussi enrichie par le point de vue de 2 parents, Caroline Le Cire et Ilios Kotsou, que je laisse se présenter à vous. Coordinatrice de l'association Émergence, et j'anime aussi des ateliers de préparation à la naissance basés sur la pleine conscience et des ateliers de travail qui relient. Je pense que je peux aussi dire que je suis une citoyenne engagée, militante, convaincue, féministe, mère au front, en tout cas voilà, sur tous les fronts. Ilios, habitant de la Terre, amoureux de Caroline. On est parents d'une fille qui a 6 ans, qui s'appelle Néphélie, et qui est une fantastique opportunité de nous reconnecter à plein de qualités, d'émerveillement, de présence, de joie. Et puis aussi maître de conférence à l'Université libre de Bruxelles et active dans le domaine de la méditation et de l'engagement, du lien entre connaissance de soi et engagement citoyen et écologique. Maintenant que vous connaissez tout le monde, je me suis dit que pour y voir plus clair sur l'influence de l'école dans la construction de la société, il était intéressant de questionner les finalités de l'école. Quels sont le ou les rôles de l'école selon eux ? Alors moi je pense que c'est une question qui était très théorique avant qu'on soit parents. Et depuis que notre fille fréquente les milieux, que ce soit la crèche ou l'école, on se rend compte à quel point ces lieux d'apprentissage finalement pour l'enfant sont des lieux aussi de conditionnement finalement où les enfants, les petits humains qui vivent là intègrent toute une série de règles, de codes. Moi j'avais pas du tout conscience à quel point c'était puissant
que ce soit de l'impact des éducateurs, des enseignants ou des puéricultrices, puériculteurs, mais aussi des enfants en fait que notre enfant fréquente. Et du coup, j'ai l'impression que l'école elle a pour mission de permettre à ces petits humains de pouvoir exprimer toutes ces qualités qui sont présentes en eux. En tout cas, pour moi, ce serait le rôle idéal de l'école, c'est que l'enfant puisse trouver son chemin finalement dans cette jungle sur Terre, pouvoir s'épanouir comme une fleur qui chercherait ou un tournesol là qu'on voit là, qui pourrait trouver le soleil, mais son soleil en fait, qui pourrait trouver sa couleur, l'exprimer, s'y épanouir. Mais par contre, je suis pas du tout sûre que pour l'instant nos systèmes éducatifs permettent ça. Moi, j'aurais dit que c'est un endroit de transmission et d'apprentissage, et que il ressemblerait dans ma tête, si je prends 2 caricatures, davantage à un jardin que à un atelier de charpente. Et donc le charpentier, c'est celui qui décide, une bonne charpente, c'est pas n'importe quoi, il faut que chaque poutre soit équarrie, bien droite, qu'elles se ressemblent toutes, sinon la charpente ne sera pas très solide. Alors que le jardin, pour qu'il fonctionne bien, il faut une énorme diversité. En tout cas, un jardin sauvage, c'est par la diversité. Et puis, alors que dans les charpentes, il y a des règles à suivre, c'est toujours les mêmes. Il y a une science de la charpente. Dans le jardin, c'est plutôt la bonne jardinière, le jardinier, en tout cas en permaculture, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que dans la diversité, il se passe quelque chose où chacune des plantes, des essences va trouver sa place. Et plutôt que d'être les unes contre les autres, c'est un peu nous les humains, c'est comme ça qu'on vit, ça sera que chacune bénéficie aux autres. Et donc c'est comme s'il y avait un mariage intéressant et un peu paradoxal entre la singularité de la diversité, c'est-à-dire qu'on est tous singuliers, mais en même temps le fait de vivre en groupe et d'apprendre des règles pour fonctionner ensemble. Et donc c'est autant permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel et lui permettre aussi de comprendre ce que c'est qu'une intelligence collective et fonctionner avec les autres. Et donc c'est plus construire un contexte qui permette à ces qualités d'émerger. Ce qui c'est pas donné, ça ne vient pas de soi. C'est pas formater les enfants, mais c'est créer ce contexte qui leur permette de développer ces 2 grandes ailes de la coopération, de l'altruisme, de la vie en groupe et de la singularité, de la confiance, de l'expression unique des talents. En fait, ce qui est compliqué, c'est que l'école obligatoire a été créée au début du siècle passé, dans un contexte industriel où on avait besoin de former des ouvriers, en fait, qui faisaient tout le temps la même chose, tous la même chose au même moment, ou le travail à la chaîne. Et finalement, on est resté un petit peu emprisonné dans ce carcan. Et c'est pas facile d'en sortir, parce qu'il y a des attentes des parents de voir leurs enfants revivre ce qu'ils ont vécu. Puis pour nous aussi, on connaît pas toujours autre chose. On ne sait pas qu'on n'est pas obligé de mettre des points aux enfants pour les évaluer. On ne sait pas que les devoirs ne sont pas obligatoires. On ne sait pas tout ça en fait. Donc on fonctionne un petit peu avec les vieilles recettes en se disant mais ça fonctionnait bien avant, pourquoi ça fonctionnerait pas maintenant ? Alors que ça fonctionnait pas si bien que ça avant, mais bon ça c'est tout à fait un autre débat. Mais du coup, pour moi, l'école est parfois vraiment en marge de la société. Pour moi, le rôle maintenant de l'école, c'est vraiment de permettre à l'enfant de savoir qui il est. Ça c'est le rôle le plus essentiel. Et comment savoir qui il est ? Mais déjà en lui proposant différentes choses. Il n'y a pas que le français et les maths dans la vie. En fait, il y a les arts plastiques, la musique, le travail manuel, le sport. Et en lui permettant de découvrir tout un panel de domaines, de matières différentes, voir ce qui résonne en lui, ce qui lui plaît vraiment, pour pouvoir après, quand il sera plus grand, se dire mais en fait ma passion c'est ça. Le rôle de l'école dans la société, ça devrait vraiment être des éveilleurs de passion, pour qu'on puisse avoir après des citoyens qui soient actifs dans le sens où ils savent très bien qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire et comment ils pourraient le réaliser. Le rôle vraiment de l'école, et que je voudrais que l'école puisse prendre de plus en plus, et elle le fait, mais c'est vraiment pas évident, et j'ai un respect immense pour tous mes collègues qui travaillent parfois dans des conditions vraiment difficiles. C'est vraiment de faire en sorte que les enfants sachent qui ils sont, qu'ils sachent quel goût ils ont, pour qu'ils puissent prendre leur juste place dans la société. Et quelle est-elle, cette société ? Si l'enseignant éveilleur des passions ne peut pas avoir la réponse à l'avance, comme n'importe qui d'ailleurs, l'enseignant se figure néanmoins un idéal, à travers les finalités qu'ont pour lui l'école. C'est ce que nous dit Charles Hadji, professeur honoraire en sciences de l'éducation à l'Université de Grenoble, dans son article « Penser l'après pour une école de l'essentiel », publié le 1er mai 2020. Il explique que tout acte éducatif implique un idéal humain, idéal qui est vu comme objectif final de l'action éducative. Mais, nous dit le professeur Hadji, notre époque n'est-elle pas marquée par la faillite des idéaux ?
Qui pourrait avoir la prétention de dire ce qu'est un homme idéal et plus difficile encore, une société idéale? Et je rajouterais même, est-ce que c'est pas éthiquement dangereux de considérer qu'il existe un idéal à atteindre? Car même si cet idéal se veut progressiste, émancipateur et bienveillant, il sera toujours contraignant à une certaine homogénéité et conformité qui néglige certaines individualités et cultures. On approfondira d'ailleurs ce sujet dans le prochain épisode. J'ai demandé à mes invités ce qu'ils pensaient de cette notion d'idéal dans le contexte scolaire. Est-ce que l'école, par les méthodes, la pédagogie, les savoirs qu'elle sélectionne et propose, ne valoriserait pas un certain idéal de citoyen, de société? D'une part, je trouve qu'il faut se méfier des idéaux. Voilà. Faire juste assez bien, c'est déjà très bien. Hugenbase, un enseignant de méditation, je pense que Jan Chosenbase qui parlait de ça, c'est juste assez bien. Donc c'est déjà pas mal de faire juste assez bien, mais dans le juste assez bien, on peut être un relativiste total, mais c'est très intellectuel, en disant tout se vaut, tous les modèles se valent, ça c'est un choix. En même temps, il y a la science c'est pas la vérité. Il n'empêche que si on ne se base pas sur un système de référence sur lequel la plupart des personnes sont d'accord, alors on ne sait même plus discuter. Alors toute cette discussion n'a aucun sens, on dit juste chacun fait comme il veut, tout ça n'est qu'une vision du monde personnel, on pourrait choisir ça, mais alors il n'y aura pas de discussion. Si on décide de discuter, alors on peut quand même se dire que si on sort des idéaux qui sont dangereux, parce que c'est toujours des extrêmes, et qu'on va dans le juste assez bien, il y a quand même des éléments de science. Par exemple, on sait aujourd'hui que la bienveillance éducative, c'est important. Et il y a plein de données qui montrent que la violence éducative est mauvaise pour la santé mentale de l'enfant. Donc après, on peut toujours dire oui, c'est un point de vue, n'empêche qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui le montrent. On sait que la collaboration, elle est utile et que dans l'apprentissage, lorsqu'on amène des enfants à aider, à tutorer d'autres enfants, tout le monde y gagne. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments. Alors ils sont marqués idéologiquement parce que en fonction du modèle du monde qu'on a, bien sûr qu'on choisira plutôt telle étude et telle chose, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'est-ce qui prédit le bien-être de l'enfant. Et donc, c'est une première direction. C'est bizarre de pas, pour moi en tout cas, ce serait étrange de ne pas déjà se baser sur ce qui prédit le bien-être de l'enfant avant le reste, avant la compétition et ainsi de suite. Ça devrait être un droit en fait, le droit du bien-être sur toute la planète. Qu'un être humain, on lui donne les conditions pour le bien-être autant que possible, parce qu'on sait que la vie sera difficile pour tout le monde, on sait qu'on mourra tous trop tôt, qu'on aura des maladies, qu'on aura des conflits, donc sachant cela, si on peut déjà donner les conditions minimales d'un bien-être, c'est pour commencer, mais après pour moi ça me semble indispensable, là c'est un choix de valeur, c'est le bien-être du plus grand nombre, parce que alors on peut choisir aussi des systèmes où on se dit on s'en fiche, c'est le bien-être de la classe favorisée, dirigeante, la question du bien-être du plus grand nombre c'est encore une autre direction, et donc pour moi c'est pas tant un idéal qu'un choix de société, parce que l'idéal ça serait le mieux, le top, la société où tout le monde serait comme ça serait la bonne. Ça, je sais pas trop ce que ça serait. Par contre, de dire le modèle de société, c'en est une où le maximum de personnes auraient des conditions de vie décentes, pour moi, qu'ils s'habillent en rouge, en vert, quel que soit leur système philosophique, qu'ils fassent de la méditation ou pas, au fond, c'est pas tellement important. Mais du moment que on arrive à un système qui soit vivable pour la planète et pour les personnes, c'est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, on se rend compte que nos systèmes ne sont pas soutenables pour la planète qui nous porte, et ne sont pas tellement soutenables pour une grande partie des femmes et des hommes qui y vivent. Alors y arriver complètement, sûrement pas, mais est-ce qu'on peut avoir des systèmes qui tendent vers là? L'idéal de la Fédération Wallonie-Bruxelles est clairement défini. Maintenant, comment chaque pouvoir organisateur, enfin d'abord chaque réseau et puis chaque pouvoir organisateur au sein de chaque réseau va développer ce décret mission, ça effectivement ça appartient à chacun, mais dans un cadre quand même assez bien défini. Pour que l'on sache de quel cadre on parle, en Belgique, les établissements scolaires subventionnés par la communauté française doivent se baser sur le projet éducatif qui comprend 4 objectifs principaux. La première de ces missions principales est de promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves. La deuxième est d'amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. La troisième est de préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Et enfin, la quatrième est d'assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Nous, on s'est posé la question, quand il a été nécessaire de remanier le projet d'établissement, on s'est posé la question à l'école, on travaille pour favoriser quel type de comportement chez les élèves. Et on avait défini 10 comportements. Alors là-dedans, il y a l'autonomie, la solidarité, la confiance en soi, etc. Le socle de ça, je reviens à cette idée de l'importance de savoir qui on est, de savoir ce qui nous convient,
Je parle pour les enfants, mais je parle aussi pour les instituts, et de pouvoir avoir confiance en soi. Quel meilleur cadeau on pourrait faire à un enfant que de lui permettre d'avoir confiance en lui? Donc si je résume, un enseignement idéal permettrait d'atteindre les 4 missions prioritaires précédemment citées et surtout amènerait l'enfant à avoir confiance en lui et en son propre potentiel. Pour comprendre un peu mieux les finalités de l'école, j'ai demandé à Véronique c'est quoi pour elle une scolarité réussie. Je pense qu'il y a l'importance de bases solides, je parlais du lire, de l'écrire, de bases en maths, pour pouvoir s'intégrer sereinement dans la société. Et alors tout le pan pour moi qui est primordial, c'est tout l'aspect curiosité intellectuelle, le fait d'aimer apprendre, d'avoir l'esprit critique aussi, d'allumer des moteurs en fait. Alors on a quand même un enjeu aussi plus terre à terre en primaire, c'est de pouvoir préparer les enfants à la scolarité en humanité quoi. Donc j'aime moins cet aspect-là parce que ça fait moins idéal, tu vois, philosophique, etc. Mais ça reste une réalité très pragmatique. C'est-à-dire que si un enfant sort de notre école et qu'il ne se retrouve en rien dans l'école qu'il choisira après, bon là évidemment je parle uniquement de l'enseignement subventionné, mais j'y crois beaucoup à l'enseignement pour tous, c'est pas un bon service à lui rendre, parce que même si on lui a donné d'autres choix de base, s'il se retrouve complètement en décalage, c'est l'amener à le faire souffrir longtemps après. Et ça me pose beaucoup de questions. Mais du coup, voilà, comment faire pour apporter tout ce que je veux apporter à l'enfant, pour qu'il puisse prendre sa place dans la société, en sachant qu'avant pouvoir prendre sa place dans la société, il a encore tout un parcours à faire, et qu'il faut que je puisse l'armer pour ce parcours-là aussi. Véronique attire donc l'attention sur le fait que, même si l'école veut préparer l'enfant à son insertion en société, il ne faut pas négliger les attentes du parcours scolaire qui va suivre. En effet, l'école attend des élèves qu'ils maîtrisent telle compétence, qu'ils acquièrent tel savoir, pour pouvoir passer dans l'année suivante. Et de fait, ce ne serait pas leur rendre service que de négliger ces attendus. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal de devoir préparer l'enfant à un parcours scolaire? Est-ce que chaque année ne sert qu'à préparer l'année suivante? Est-ce qu'au-delà des compétences de base, lire, écrire, compter, se repérer, penser, s'adapter, l'école ne serait pas tombée dans un découpage absurde des savoirs, détaché des réalités de la vie en société? Est-ce que la présentation de ces savoirs ne permet pas uniquement de valider la capacité à l'étude, la capacité d'exécution d'une tâche de l'élève, plus que de l'enrichir intellectuellement? Et d'un autre côté, si dans notre manière d'être avec nos enfants, on est totalement libre, est-ce que nos enfants seront adaptés à une société qui ne l'est pas? En fait, si les écoles avaient pour objectif de permettre à l'élève une insertion en confiance et à sa juste place dans la société, ainsi qu'une maîtrise des compétences de base, en quoi négligerait-on la préparation au parcours scolaire? Le fait que Véronique sépare ce qui permet à l'enfant de prendre sa place dans la société de ce qui l'arme au parcours qui l'attend, secondaire et supérieur, est-ce que ce ne serait pas le reflet d'un parcours qui propose des apprentissages qui ne font pas sens? Si aujourd'hui valoriser la confiance en soi, la connaissance de soi, le goût d'apprendre est considéré comme une négligence de la préparation à la suite du parcours, c'est peut-être que ce parcours ne répond pas au rôle de l'école tel qu'il a été souhaité en début d'épisode. Mais revenons-en à nos élèves et à cette société en devenir. L'enseignante qui tous les jours accompagne le développement de l'enfant fait preuve de patience et de conviction pour l'ensemble de ses élèves en attisant leur petite flamme motrice. De quoi les outille-t-elle concrètement? Quels savoirs, quelles compétences sont pertinentes pour à la fois préparer au parcours qui attend les élèves, sans pour autant perdre de vue un certain avenir souhaitable pour eux? Écoutons ce que Véronique pense de son programme imposé. Alors déjà, je trouve bien qu'il y ait un programme, qu'on ne soit pas en roue libre et que des personnes au-dessus de nous aient pensé la légitimité des savoirs approximativement à tel âge, etc. Ça soulage quand même de pas devoir porter cette responsabilité-là. Néanmoins, je les trouve trop fournis et trop peu accessibles. Ça ne me permet pas d'avoir en tête un canevas suffisamment clair pour pouvoir saisir les occasions d'apprentissage très très spontanément quand elles se présentent. Pour ça, j'utilise plutôt mon bon sens plutôt que le programme. Alors, il y a beaucoup de compétences transversales dans le programme, donc savoir qui on est, avoir confiance en soi, etc. Ça se retrouve vraiment là-dedans, donc ça c'est précieux. Maintenant,
si je devrais un jour compter le nombre de compétences qu'il y a, parce que je suis pas sûre que si je donnais ne fût-ce qu'une heure de cours ciblée sur chaque compétence du programme, je suis pas sûre que j'aurais assez en 2 ans du cycle. Donc, c'est mission impossible, ce programme. Et alors, je trouve qu'il est pas toujours bien hiérarchisé. Il y a des compétences qui sont, pour moi, plus essentielles que d'autres. Ça se retrouve pas forcément... Les compétences ne sont pas bien hiérarchisées et du coup, ça fait des programmes, une utilisation qui est un peu fastidieuse. C'est difficile de sélectionner ce qui est essentiel ou ce qui est prioritaire ou même de se faire une progression en fait. Tout sur le même pied et je commence par quoi moi avec tout ça. Quels sont les essentiels du programme ? C'est une question que soulève également le professeur Hadji, que j'ai cité précédemment, qui considère que pour faire face aux incertitudes qui attendent les générations à venir, il faut se charger de leur transmettre l'essentiel. Selon lui, cela comporte une base des savoirs élaborés jusqu'ici et une capacité à s'adapter et à innover. On reviendra d'ailleurs sur la transmission des capacités d'adaptation et d'innovation. J'ai demandé à Véronique comment elle faisait pour sélectionner les savoirs pertinents. On essaye toujours, en fait, avec mes collègues, de se laisser guider par notre bon sens. Qu'est-ce qui a du sens ? Et les programmes, pour la plupart, ont du sens. Il y a des choses qui, par contre, nous sidèrent, comme par exemple le fait qu'on explore jusqu'en 2e primaire le champ de 100. Je parle du champ numérique, de 1, 2, 3, jusque 100. C'est un peu scandaleux pour l'intelligence humaine, cette histoire-là. Vraiment. Il n'y a pas un gamin qui ne rêve pas de savoir lire, dire et écrire des nombres à 4 chiffres à 5 ans ou 6 ans. Tous, même ceux qui ont plus de difficultés. En fait, il faut arrêter de croire que plus un nombre est petit, plus il est facile. C'est le contraire qui se passe. Les nombres les plus horribles à retenir, ils se situent entre 10 et 20. Mais voilà, il y a un vrai décalage entre ce que l'enfant pourrait faire et puis ce qu'on nous demande de faire. Donc parfois c'est pas tout à fait ajusté. Alors j'ai fait pas mal de formations en gestion mentale aussi. Et là, on disait par exemple, oui, le cerveau d'un enfant à tel âge n'est pas mature pour faire tel genre de choses. Or, c'était écrit noir sur blanc dans le programme. Donc, je pense que les programmes sont faits trop vite chez nous en Belgique. Ils sont pas réfléchis assez longtemps. Si je résume, des programmes trop fournis, trop peu hiérarchisés et pas assez cohérents avec le développement de l'enfant. Les enseignants se trouvent alors obligés de sélectionner la pertinence des contenus selon leur bon sens. Mais quels sont les critères qui justement guident le bon sens ? A priori, un savoir pertinent, c'est un savoir qu'on va pouvoir utiliser. Et la pertinence liée à l'utilisation du savoir, ça va venir appuyer directement sur la motivation des enfants. Quand ils savent à quoi un savoir, ce qu'un savoir va leur permettre de faire, ou de réaliser, ou de comprendre, là, ça devient intéressant. Sinon... Voilà, là il y a vraiment quelque chose au niveau de la motivation. Maintenant, c'est pas toujours évident de savoir ce qui va être pertinent parce qu'on perçoit pas tout de suite la pertinence de quelque chose et c'est pour ça que je suis très reconnaissante que les programmes soient faits par une équipe de chercheurs qui se sont penchés là-dessus longtemps et qui ont vraiment essayé de travailler en réfléchissant justement à cette pertinence. Maintenant, évidemment, pour la forme finale, j'aurais voulu qu'il y ait un peu moins de blabla parce qu'on est noyé finalement là-dedans et que parmi ce qu'ils ont, eux, estimé de plus pertinent, on en revient à chercher ce qui est encore plus pertinent. Donc, ça c'est un peu dommage. Mais voilà, je lirais ça à la fonctionnalité. Maintenant, plus j'avance, plus je me rends compte aussi que... mais là, on est plus peut-être dans des savoir-faire. Le développement des fonctions exécutives, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et donc, une activité dont on ne voit pas la pertinence immédiate, je sais pas, moi, par exemple, apprendre à faire un puzzle, tu vois, ou aller jusqu'au bout de son activité. A priori, on se dit, un adulte qui ne sait pas faire un puzzle ne va pas mourir de honte. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce que faire ce puzzle et aller jusqu'au bout va permettre de créer comme autoroute dans le cerveau de l'enfant et qu'est-ce que ça va lui permettre de renforcer. Donc tous ces trucs un petit peu méta et ça c'est un petit peu plus difficile à déceler.
Un livre qui peut peut-être nous éclairer sur le sujet est un ouvrage d'Edgar Morin, écrit en 2000, qui s'intitule « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Il serait un peu long de vous détailler les 7 savoirs en question, mais si on doit retenir 3 choses de cet ouvrage, c'est premièrement l'importance d'apprendre à apprendre, de connaître les mécanismes cognitifs et sociaux de l'apprentissage. Deuxièmement, c'est l'importance de se penser en tant qu'individu dans un tout plus large, imprégné d'une ou de plusieurs cultures, au sein d'un écosystème dépendant des différents éléments qui le composent. Et troisièmement, que les phénomènes sont complexes et que leur compréhension, que ce soit un événement historique, écologique, sociétal ou individuel, dépend d'une ouverture et d'une conjugaison des différentes disciplines qui s'y attardent. Ça ne paraît peut-être pas très concret comme ça, mais je vous ai mis en description le lien vers le blog d'une enseignante qui a très bien fait le parallèle entre l'ouvrage et les pratiques de classe. Le système scolaire dans lequel on évolue, et par là j'entends l'école et plus particulièrement la pédagogie défendue par l'enseignant dans sa classe, au-delà de nous transmettre des savoirs, nous apprend à vivre d'une certaine manière. Claire Herbert-Suffren nous dit en effet que l'apprentissage de savoir s'accompagne toujours de l'apprentissage des systèmes par lesquels ces savoirs nous sont transmis. C'est ce que nous dit aussi Philippe Mérieux dans son livre La Riposte. Dans une classe, le moindre geste a lui-même une portée éducative. Il dit quelque chose de ce qui se construit ici en matière de rapport au savoir, et plus largement encore, de ce qui se profile comme type d'humain et de société. J'ai demandé à Véronique si elle était consciente de tout ce qu'elle transmettait à ses élèves. En fait, je suis sûre que non. Je suis sûre que non, parce qu'on transmet en permanence. On transmet, ne fût-ce que de la manière dont on s'assied en classe, on transmet un message. Donc tout, il y a des messages non verbaux, il y a les messages verbaux, il y a les messages conscients, les messages inconscients, on transmet en permanence. Donc si on était conscient de tout ce qu'on transmet, je pense qu'on deviendrait complètement fou. Donc non, et heureusement qu'on n'est pas conscient de tout ce qu'on transmet. Par contre, être conscient qu'on transmet en permanence, je trouve que ça c'est important, justement par rapport à cette exemplarité. On peut pas être exemplaire tout le temps, mais quand même se donner cette mission de faire pour le mieux avec ce qu'on a en magasin à ce moment-là, ça je pense que c'est important. Et donc pour en revenir à la transmission, si je ne montre pas que je suis moi-même capable de m'adapter aux situations, même si je n'avais pas prévu ce qui allait se passer, même si je n'avais pas prévu, je sais pas moi, que la secrétaire allait débarquer dans ma classe avec une famille qui visite l'école et donc je dois arrêter l'activité qu'on est en train de faire, et donc faire face à ce qui est imprévu et y faire face avec le sourire. Si moi je ne suis pas capable de montrer ça à mes élèves, je vois pas très bien comment eux pourraient grandir dans ce domaine-là. Puisque bon, c'est bien que l'être humain grandit, apprend le plus possible par mimétisme, donc oui, bien sûr. Donc voilà, pour moi le plus important c'est la capacité d'adaptation, vraiment la flexibilité mentale de pouvoir réinvestir ce qu'on a appris et pas rester cantonné à juste ce qu'on fait. Par exemple, si il y a même encore 10 ans, je pense, j'apprenais à mes élèves à enregistrer ce qu'ils avaient fait sur l'ordinateur sur une disquette.
plus personne maintenant ne sait ce qu'est une disquette. Donc le but, c'est pas d'apprendre à enregistrer sur une disquette. Le but, c'est d'avoir cette démarche de j'ai fait un travail, je vais l'enregistrer quelque part, le sauvegarder. On est plus en termes de démarche. On transmet donc la capacité d'adaptation en montrant qu'on s'adapte aussi. Et si l'enseignant transmet en permanence par ce qu'il incarne, c'est pareil pour les parents. Moi, je vois vraiment un parallèle entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école, c'est que finalement, les enfants, on leur transmet beaucoup de ce qu'on est. Mais je peux avoir plein d'idéaux et c'est sûr, moi, je suis pas du tout 100% cohérente. Je vais me dire ça, je marche sur un chemin de cohérence. Mais avec toutes nos incohérences, justement, quand on parle de la manière dont j'ai envie que Néphélie me parle, ben, évidemment, elle copie la manière dont moi, je vais parler à Elios ou comment Elios va me parler. Et donc, c'est comment regarder ça avec douceur et bienveillance. Et à nouveau, c'est là que je dis que l'enfant est une énorme opportunité pour grandir, en tout cas moi comme maman, parce que comme je vois combien elle m'imite, elle m'imite dans ses idéaux, forcément sa vision de la société est colorée parce qu'on lui fait vivre. Je sais pas, Néphélie, elle parle d'une planète où elle veut plus de pollution, elle veut que les frontières soient ouvertes. Bon, ça lui est pas venu comme ça de nulle part, c'est parce qu'on parle de ça à la maison. Et en même temps, ça c'est vraiment en termes d'idéal. Et après, elle nous voit comment nous on se comporte avec nos amis. Est-ce qu'on va, c'est même pas que c'est difficile, mais c'est qu'on voit directement chez notre enfant les petites incohérences, les petits trucs, on les voit. Et en plus, souvent, ce qui va m'embêter chez Néphélie, c'est aussi des choses que moi j'aime pas chez moi, donc bon là c'est encore autre chose. Et donc dans l'école, il y a aussi des choses que, quel que soit le projet pédagogique, ben voilà, les adultes, les enseignants sont des humains, ils ont leurs difficultés de couple, de famille, de contraintes justement liées au manque de financement, etc. Moi en tout cas j'ai cette grande ouverture de cœur où je me dis voilà, j'ai beaucoup de compassion pour eux et tout ça, et j'ai l'impression que c'est comme si on partait du fait que les parents n'avaient pas ne pouvaient pas comprendre ça et qu'on allait forcément juger ce qui se passait dans la classe comme si c'était la responsabilité de l'enseignant, alors que voilà, c'est tellement de facteurs, c'est vraiment multifactoriel. Et donc c'est pour ça que moi je reviens à cette question. Moi j'aimerais tellement plus d'interaction avec les enseignants, avec l'équipe, avec l'école, mais pas pour dire qu'on juge ou qu'on contrôle, mais de comprendre vraiment toute cette dynamique et de voir où on peut amener aussi de la douceur, compléter en fait vraiment, venir supporter l'effort qui est amené par la direction à la maison. Après avoir discuté de l'importance d'incarner soi-même ce que l'on veut transmettre, je leur ai demandé à tous qu'est-ce qu'ils voulaient transmettre comme message aux enfants qui les entourent. Au-delà des souvenirs du quotidien, qu'est-ce qu'ils aimeraient léguer comme philosophie de vie ? Moi j'ai l'impression, en tout cas une des choses qu'Elios a dites et que je trouve fondamentale, c'est et qui fait tellement de mal à beaucoup, mais surtout aux femmes d'ailleurs, c'est de pas lui léguer le perfectionnisme, en fait, de ce good enough, tu vois, de pouvoir donner le meilleur, mais dans le respect, tu vois, de ses limites, de son bien-être. Et je vois que déjà à l'école maternelle, c'est pas évident, tu vois, il y a déjà cette course à bien faire l'exercice, bien vraiment respecter. Je vois les enseignants avaient déjà dit en deuxième maternelle que Néphélie, elle voulait que ce soit parfait en fait. Si c'est pas parfait, elle était pas contente d'elle-même, soit elle pleurait, soit elle faisait pas, etc. Elle voulait absolument maîtriser tout. Donc tu vois, 5 ans, c'était l'an passé. Et non, moi, si je pouvais vraiment, si j'avais envie de lui léguer quelque chose, c'est d'avoir confiance que tout est parfait au fond. Enfin, tu vois, qu'elle donne vraiment, qu'elle fasse. Donc c'est vraiment cet effort, qu'elle se donne, qu'elle se mette dans ses tâches, etc. Enfin, oui, vraiment en respectant ses limites et en vraiment donnant le meilleur d'elle-même. Donc alors, est-ce que c'est lié à la comparaison? Est-ce que c'est, tu vois, je sais pas du tout d'où ça vient. Je trouve que c'est compliqué ces questions parce qu'en même temps, il y a cette culture, en fait, c'est ce conditionnement aussi à souvent ne pas s'écouter ou à, je sais pas très bien, à s'épuiser. Donc moi j'aimerais bien qu'elle ait une vie en tout cas qui soit en même temps légère, donc qu'elle puisse aussi avoir une vie où tout est possible. Dans quelle mesure elle peut prendre le temps de trouver ce qui fait du sens pour elle et elle plus dans l'être que dans le faire, où elle puisse développer vraiment oui, ses qualités de cœur, ses qualités d'être et vraiment être dans le vrai lien avec les gens, tu vois, et ça je pense que pour le coup dans l'école où elle est, c'est vraiment quelque chose qui est très développé, c'est vraiment cette citoyenneté en fait, donc de pouvoir apprendre à vraiment être membre actif de la société, donner son avis, les conseils de classe, démocratie, etc. Ça je pense c'est un élément vraiment qui me semble essentiel, qu'elle puisse parler en public. Hein, c'est bête, mais tu vois, je crois qu'on avait récemment lu une étude où je crois que la première peur des humains, c'est pas la peur de mourir, c'est la peur de parler en public. Et si on peut aussi lui léguer ça, de pouvoir
communiquer autrement, s'exprimer autrement, coopérer autrement. La question des possibilités, donc tout est possible. En tout cas, il y a énormément de choses qui sont possibles. Et donc la créativité, la curiosité qui nous amène à pouvoir explorer des regards très différents et à ne pas s'arrêter aux premières choses. Et la question de l'erreur et des imperfections, de pouvoir être d'accord que nous sommes imparfaits, vulnérables et fragiles. Les erreurs, c'est pas grave, en fait, c'est normal. Et donc, ça amène ce que tu as dit, qui est de la légèreté, de l'humour dans la vie. Donc, cette acceptation de l'erreur et de l'imperfection. Et puis, la question de la confiance, que tu as souligné. Donc, confiance dans la vie, au fond. Cette confiance fondamentale dans la vie, mais qui viendra plutôt de notre manière d'être avec elle. Il y a 2 messages que je voudrais que chaque enfant garde en sortant de son passage scolaire avec moi, plus est en toi. Et le deuxième message, c'est pour réussir quelque chose, pour moi, il faut 3 choses, et ça, merci Goldman, du temps, du talent et du cœur. Quand ils me faisaient un devoir libre, qu'ils me présentaient un travail qu'ils avaient choisi, etc., et qu'ils voulaient voir si c'était réussi, pour moi, s'ils y avaient passé du temps, s'ils y avaient mis leur talent, donc tout leur potentiel, et chacun en a, et du cœur, c'était réussi parce qu'alors d'office, ils avaient appris quelque chose, et que c'est ça l'essentiel pour moi. Plus est en toi, ça veut juste dire que on a en nous plein de ressources et que on ne va pas toujours les chercher parfois par paresse et c'est très bien, mais bien souvent par manque de confiance en soi. Or, on a tous en nous un potentiel incroyable et je trouve que c'est notre mission d'enseignant d'ouvrir les yeux des enfants sur ce plus qui est en eux. Préparer l'enfant à vivre en société, c'est aussi faire société dans la classe. De considérer que la classe, c'est une équipe. C'est vraiment une équipe. Et donc apprendre à fonctionner ensemble, de pouvoir se dire, on est tous différents, parce qu'on va pas nier les différences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient d'habileté plus manuelle. On est tous très très différents, et c'est très bien. Pouvoir reconnaître ses zones de force et ses zones plus fragiles, et les reconnaître aussi chez l'autre, c'est pouvoir aller dire à l'autre, tiens en fait, je voudrais de l'orange mais je n'ai que du rouge, donc est-ce que tu peux me donner un peu de ton jaune ? C'est vraiment ça, et donc de pouvoir avancer ensemble. Et la société, pour moi, c'est ça que ça doit être. Pas vouloir être tous parfaits, vouloir tous arriver au même niveau dans tous les domaines confondus, c'est complètement idiot. Une piste concrète pour faire société en classe, ce serait pour Véronique d'avoir des classes multi-âges. Vraiment, j'ai beau réfléchir, je ne comprends pas cette histoire de classe millésime. Comment on a réussi à mettre dans un même espace réduit 24 enfants sous prétexte qu'ils étaient nés en 2009 ? C'est comme classer les bouteilles de vin dans sa cave, quoi. C'est hallucinant. C'est comme moi, sous prétexte que je suis née en 77, je ne parle qu'avec des gens qui sont nés en 77. Le fait de pouvoir échelonner les apprentissages et compter beaucoup plus les uns sur les autres, enfin, on s'épuise, nous, dans les classes en tant qu'enseignants, parce que avec trop peu d'écart entre les enfants, on est la seule référence. C'est-à-dire que oui, dans ma classe, il y a toujours des enfants qui vont très vite devenir lecteurs et d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. Donc je peux m'appuyer sur ces enfants lecteurs qui vont pouvoir aider les enfants non lecteurs. Mais l'écart n'est pas suffisamment significatif. Et puis il y a quelque chose d'un petit peu frustrant aussi pour les enfants, d'être aidés par des enfants du même âge mais qui savent déjà mieux qu'eux. C'est pas cool, on a commencé tous à apprendre cette lecture en même temps, pourquoi toi tu sais mieux que moi ? Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui est un petit peu blessé. Alors que si j'avais une classe avec 8 élèves de première année, 8 élèves de deuxième, 8 élèves de troisième, mais je vois d'ici mes activités de lecture, ce serait super. Parce que ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que on croit toujours que c'est l'enfant qui sait déjà qui va le plus perdre dans le tutorat. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. Toutes les expériences montrent que c'est l'expert qui bénéficie le plus en fait de la rencontre avec un enfant, enfin avec un moins expert que lui, parce que par là il va pouvoir développer son expertise en verbalisant. Donc il y a aucune bonne raison pour
continuer à avoir des classes millésimes. Surtout que, pour moi, ça permettrait de réduire aussi considérablement la violence, parce que les plus grands aiment assez naturellement prendre soin des plus petits. On fait plus attention aux plus petits que soi. Et ça permettrait aussi à chaque enfant d'arriver à ce stade d'expert. Alors que tant de recherches et d'expériences montrent que c'est bénéfique à l'apprentissage de tous, les classes d'âge unique sont encore une écrasante majorité. En plus d'être une incohérence pédagogique, cela illustre la question de la transmission de l'innovation. Rappelez-vous, si pour transmettre la capacité d'adaptation, il faut avant tout l'incarner soi-même, on peut imaginer qu'il en est de même pour la capacité d'innovation. C'est en étant innovant avec et devant nos élèves qu'on leur apprend à être eux-mêmes créatifs et innovants. Or, la pédagogie est l'un des domaines d'innovation les plus récalcitrants. Il suffit de se rappeler à quoi ressemblait une voiture ou une cuisine d'il y a 100 ans, et comparer cette image à une voiture ou une cuisine actuelle, et de faire le même exercice avec une classe. Pourtant, ce n'est pas par manque d'idées, et heureusement la caricature est un peu forte. Quelques innovations se sont tout de même fait une place. Mais il faut laisser que le monde scolaire s'adapte très lentement en comparaison à l'accélération générale du monde. L'idée n'est évidemment pas que les enseignants deviennent des esclaves, des nouvelles mises à jour pédagogiques venant sans cesse contredire les précédentes, mais qu'ils se sentent libres d'adapter les contenus d'apprentissage et les méthodes à ce qui fait sens pour les élèves. J'ai demandé à Véronique ce qui pouvait freiner l'innovation pédagogique, et selon elle, ce n'est pas une question de liberté. Il y a plein de choses. Il y a le fait que changer les mentalités, de toute façon, ça prend du temps, que... Quand je disais je suis une star dans ma classe, c'était qu'à moitié pour rire en fait. On est un peu sous les feux des projecteurs, c'est-à-dire que j'ai 22 élèves, mais derrière il y a 44 parents qui m'attendent au tournant, et si leur enfant ne sait pas lire à la fin de l'année, mais je comprends qu'ils seraient inquiets. Donc on a une grosse pression sociale, vraiment. Il y a eu aussi tout un débat des méthodes, t'as le nouveau contre l'ancien, la discipline, enfin... Il y a tous ces conflits un peu générationnels qui sont très très récurrents, qui forment une chape en fait sur l'enseignement. Et puis il y a aussi le fait que innover, c'est prendre le risque de faire des erreurs. Alors, tout le monde a priori est ok avec ça, sauf que si tu prends le risque de faire des erreurs sur mon enfant à moi, je suis tout de suite un peu moins d'accord. Parce que c'est pas sécurisant. Et que ces enfants, on les a dans nos classes que de septembre à juin. Donc, ça paraît un peu court pour faire un test pédagogique. Et si ça échouait, tout ça fait peur. Enfin, à côté de quoi est-ce qu'on pourrait passer ? Est-ce que je l'empêcherais de faire le job de ses rêves à cet enfant-là ? Est-ce que ce sera ma responsabilité ? Donc, il y a toute cette pression sociale. Il y a aussi le problème de par quoi on commence. Ça, c'est vraiment difficile. Le fait de ne pas être seul, c'est-à-dire que quand on fait des essais-erreurs, enfin je sais pas toi, mais moi j'aime bien faire mes petits essais-erreurs dans mon coin, ne pas être dérangée par des gens, oui mais ça tu sais pas, non mais laissez-moi aller jusqu'au bout et je dirai mes conclusions après. Or, dans l'enseignement, on n'est jamais seul. Il y a toujours une collègue à côté qui va hériter de tes élèves après, ou une inspection, ou une direction qui risque d'être un petit peu désarçonnée parce que ce que tu es en train de mettre en place, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a toujours fait. Donc voilà. Et puis t'évites des critiques, tu vois. L'innovation, ça dérange un petit peu. Alors moi, j'ai l'extrême chance de travailler dans une école hyper ouverte avec une directrice qui me fait confiance. Elle m'a vraiment fait confiance. Mais alors c'est super parce que le fait d'avoir cette confiance, c'est ça qui permet l'innovation pédagogique, enfin l'innovation tout court en fait. C'est de se dire qu'on est en sécurité pour essayer. Alors qu'est-ce qui facilite aussi l'innovation pédagogique ? Ce sont les partages entre collègues qui essayent. C'est juste génial maintenant d'avoir cette facilité avec les réseaux sociaux. On a des groupes sur Facebook. Il y a des instituts extraordinaires qui se sont lancés, qui ont fait des choses super et qui partagent en fait des photos de leur classe, des idées d'activités, des fichiers, etc. Et tout ce partage-là permet de se retrouver entre personnes qui essayent et du coup de se sentir plus fort et plus légitime dans notre démarche. On a entendu Véronique parler de la pression des attentes des parents, et sous une autre forme, c'est un point que l'on retrouve aussi dans le discours de Caroline et Ilios. Donc les enseignants, je trouve qu'ils sont super avec les enfants, j'ai aucun doute par rapport à ça, mais moi je suis parfois frustrée comme adulte,
ma relation d'adulte parent à adulte enseignant ou à adulte direction, c'est comme si, et aussi du fait de certains systèmes, du fait que certains parents sont sûrement mettent beaucoup de pression, etc. J'ai l'impression que, moi je trouve pas forcément toujours bien ma place comme parent impliqué, concerné, qui ne vient pas en fait pour contrôler ou pour demander des comptes, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine parce qu'on n'a pas envie d'être ennuyé, on a peur des parents très contrôlants ou qui veulent le meilleur pour leur enfant, etc. Du coup, on coupe complètement et donc on a très peu finalement de retour sur ce qui se passe en classe, alors que ça pourrait être vraiment l'occasion de transformer aussi ce qui se passe à la maison. En fait, moi, j'aimerais vraiment, on en avait aussi déjà parlé, un continuum vraiment entre ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la maison, parce que de l'enfant, on reçoit une part d'information, mais on reçoit pas vraiment, je trouve, de la part de l'enseignant. Pas comme si on était d'égal à égal, en fait, alors que moi j'ai l'impression, bien sûr, ça part sûrement d'un vécu où les enseignants se sentent jugés, c'est une profession qui est pas forcément valorisée. Je te dis, moi, ma maman, mes parents sont enseignants tous les deux, donc dans la société, c'est ça aussi, ça part de là où voilà, t'es pas bien rémunéré, t'es pas vraiment valorisé, surtout enseignant maternel, puéricultrice, puériculteur. Quand on monte, ça change un petit peu. Et donc je crois qu'à cause de cette mévalorisation, comme il manque pas de transparence, mais on n'a pas la relation que moi j'aimerais avoir, où on pourrait dire tiens, bah là, en fait, il s'est passé quelque chose. On débriefe pas de manière transparente parce qu'en fait, on n'a peut-être pas envie de montrer les faiblesses, alors que j'ai l'impression que tout le monde pourrait en sortir grandi, y compris les enfants, en fait. C'est une question de temps, que les enseignants peut-être n'ont pas assez de temps pour ça. Mais c'est sûr, moi j'ai ressenti la même chose. Il n'y a pas de communication réelle sur ce que vit l'enfant et on va compter sur l'enfant pour pouvoir nous le raconter. Et à nouveau, comme tu le dis très bien, c'est pas pour contrôler, mais c'est intéressant de savoir ce que vit l'enfant. C'est une énorme partie de sa journée, il la passe à l'école et puis l'information est pratiquement inexistante. Et c'est pas tant d'avoir un cahier une fois par an qui mette les choses dedans, c'est pas ça, c'est vraiment d'avoir cette forme de relation Oui, un continuum, dont tout le monde n'a pas besoin. Ça. Mais pour certains parents, ça serait tellement riche de pouvoir avoir un espace... Et pour l'enfant, moi j'ai l'impression aussi. Ce qu'on pourrait imaginer, alors de nouveau, il y a 1000 autres manières sûrement de le faire, mais je me dis si les enseignants avaient le temps et après le cours avaient encore toute une heure entière de disponibilité où l'enfant était pris en charge à l'école dans des jeux, et les parents pourraient être là. Et les parents pourraient bavarder avec l'enseignant, jouer avec leur enfant, et comme ça être en même temps dans la vie de l'école et pouvoir, où l'enseignant est vraiment tout à fait détendu, mais pourrait interagir avec les parents peuvent se rencontrer, l'enseignant aussi. Le désir que l'on vient d'entendre chez Elias et Caroline de coopérer davantage entre adultes, faire preuve de coéducation entre les parents et les enseignants, est un souhait qui a été exprimé par Véronique aussi. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, l'école a besoin d'une triangulation, de faire un lien entre la famille, l'enfant, l'école. C'est un vrai partenariat avec les familles. Faire société, c'est sans doute avant tout s'entraider et se faire confiance. Entre parents, entre collègues, entre enfants et entre citoyens. Je parlais en début d'épisode du bagage des compétences, savoirs et valeurs nécessaires à la vie d'adulte, et parmi tout ce qui existe, faire le tri des essentiels n'est pas si évident que ça. Ce qui guide alors les choix, c'est finalement ce qui fait sens, c'est-à-dire ce qui motive les élèves, ce qui anime en eux le plaisir d'apprendre. Quant à la question posée en début d'épisode du type d'adulte que l'école veut voir émerger, il n'existe évidemment pas de réponse unique. Mais on a vu que cela dépendait surtout de qui on est en tant que guide, parent ou enseignant, par ce qu'on incarne, par notre façon d'être et d'agir devant et avec eux. Je vous propose d'emporter cette question avec vous. Qu'est-ce que j'aimerais incarner pour les enfants qui m'entourent? Quelles sont les valeurs que je souhaite leur transmettre? Je vous laisse avec les derniers mots de Hugo, 11 ans, qui a répondu au micro de sa maman. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a créé l'école? Pour apprendre des choses aux plus jeunes, pour après faire des études pour, par exemple, être architecte et construire des maisons, diriger une entreprise, pour faire un peu tourner le monde, quoi. Tu penses que quand tu seras grand, le monde sera comment? Différent de maintenant ou bien c'est pareil? Pour moi, il sera pas comme maintenant à cause de la pollution, du réchauffement climatique. On pollue beaucoup plus, donc faut quand même faire attention, mais on voit de plus en plus de manifestations pour dire qu'il faut faire attention à la planète, donc j'espère qu'on va moins polluer maintenant. Je dirais plus ralentir la pollution parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais avec ces actions, ces gestes, il y en a beaucoup, il y a moins de pollution.
Et du coup, tu penses que le monde, quand tu seras grand, sera moins pollué grâce à tout ce qu'on met en place maintenant? Bah, vu comment ça évolue, bah, il y a espoir, il faut garder espoir, mais quand tu vois qu'il y a des gens qui polluent beaucoup et des trucs comme ça, bah, ça te donne moins envie d'avoir espoir. Tu penses que tu feras quoi quand tu seras grand? Comme métier, Ben les deux. Dis-moi, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu voudrais être? Te dire, je serais fière de moi si je suis... un ingénieur architecte. Bah, parce que quand on est ingénieur architecture, il y a beaucoup de mathématiques et moi j'aime bien les maths, enfin, et voilà. J'ai envie de faire quelque chose qui me passionne. À ton avis, à partir de quand on est grand? Bah, c'est compliqué parce que il y en a qui ont le même âge mais qui sont plus matures que d'autres. Enfin, qu'on a atteint, je dirais qu'on a atteint un niveau de maturité, qu'on est, je sais pas, par exemple, on dit pas que tu es grand quand même si t'as genre 6 ans mais que t'as beaucoup de maturité. Faut pas être tout jeune, genre en dessous de, je sais pas, moi, 15 ans. Mais, enfin, il faut quand même être mature et savoir prendre les bonnes décisions, donc, mature. La société, c'est quoi pour toi? Bah, la société, c'est un peu le monde. Société, c'est grâce à cette société qu'il y a le monde, en fait. La planète, les humains qui vivent dessus, les animaux. C'est ça le monde, la nature. Et la société, pour toi, c'est les humains et les animaux, la planète? Non, pour moi, c'est surtout les humains, la société humaine. Il y a aussi la société animale. Enfin, il y a plusieurs types de sociétés. La société humaine, c'est un grand groupe de personnes qui, j'ai envie de dire, qui travaillent ensemble comme ça pour, en fait, travailler, c'est un énorme travail pour aider les autres. Donc, par exemple, les médecins, architectes, policiers, pompiers, et j'en passe, ils ont un même point commun, c'est aider la population. Par exemple, mais tout le monde aide à sa façon. Professeur, pour élever, j'ai envie de dire, les enfants, leur apprendre les matières. Enfin, il y a plein de différentes façons d'aider les autres. C'était Le fond de la classe, un podcast écrit et réalisé par Maëlle Cahan. Les arrangements musicaux ont été composés et enregistrés par David Cahan. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à le partager à des amis. Merci et à bientôt!